Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires en version podcast. Et c'est une suite puisqu'on continue à vous proposer les débuts de chaque tome de la recherche du temps perdu pour fêter cette année Proust. Et le troisième tome de la recherche, c'est Le côté de Guermantes, où on va voir le narrateur s'intéresser de très près à la duchesse de Guermantes et à toute la famille, et comment se faire entrer dans cette bonne société. Alors il y a deux chapitres dans cet énorme volume que Proust a baptisé tout simplement Le côté de Guermantes 1, Le côté de Guermantes 2. Le côté de Guermantes est dédicacé, une dédicace spéciale pour ce livre, à Léon Daudet. Un peu étonnant d'ailleurs que Proust l'ait dédicacé à cet écrivain, qu'on connaît aussi pour des positions particulièrement extrêmes, mais bon, la littérature fait des ponts. Le côté de Guermantes, première partie. Le pépillement matinal des oiseaux semblait insipide à Françoise. Chaque parole des bonnes la faisait sursauter, incommodée par tous leurs pas. Elle s'interrogeait sur eux. C'est que nous avions déménagé. Certes, les domestiques ne remuaient pas moins dans le 6e de notre ancienne demeure, mais elle les connaissait. Elle avait fait de leurs allées et venues des choses amicales. Maintenant, elle portait au silence même une attention douloureuse. Et comme notre nouveau quartier paraissait aussi calme que le boulevard sur lequel nous avions donné jusque-là était bruyant, la chanson, distincte même de loin quand elle est faible comme un motif d'orchestre d'un homme qui passait, faisait venir des larmes aux yeux de Françoise en exil. Aussi, si je m'étais moqué d'elle, qui navrée d'avoir eu à quitter un immeuble où l'on était si bien estimé de partout, avait fait ses mal en pleurant, selon les rites de Combray, et en déclarant supérieure à toutes les maisons possibles celle qui avait été la nôtre. En revanche, moi, qui assimilais aussi difficilement les nouvelles choses que j'abandonnais aisément les anciennes, je me rapprochai de notre vieille servante. Quand je vis que l'installation dans une maison où elle n'avait pas reçu du concierge qui ne connaissait pas encore les marques de considération nécessaires à sa bonne nutrition morale, l'avait plongée dans un état voisin du dépérissement. Elle seule pouvait me comprendre. Ce n'était certes pas son jeune valet de pied qui l'eût fait. Pour lui, qui était aussi peu de Combray que possible, emménager, habiter un autre quartier, c'était comme prendre des vacances où la nouveauté des choses donnait le même repos que si l'on eût voyagé. Il se croyait à la campagne, et un rhume de cerveau lui apporta, comme un coup d'air pris dans un wagon où la glace ferme mal, l'impression délicieuse qu'il avait vue du pays. À chaque éternuement, il se réjouissait d'avoir trouvé une si chic place, ayant toujours désiré des maîtres qui voyageraient beaucoup. Aussi, sans songer à lui, j'allai droit à Françoise. Comme j'avais ri de ses larmes à un départ qui m'avait laissé indifférent, elle se montra glaciale à l'égard de ma tristesse, parce qu'elle la partageait. Avec la sensibilité prétendue des nerveux, grandit leur égoïsme. Ils ne peuvent supporter de la part des autres l'exhibition des malaises auxquels ils prêtent chez eux-mêmes de plus en plus d'attention. Françoise, qui ne laissait pas passer le plus léger de ceux qu'elle éprouvait, si je souffrais, détournait la tête, pour que je n'eusse pas le plaisir de voir ma souffrance plainte, même remarquée. Elle fit de même dès que je voulus lui parler de notre nouvelle maison. Du reste, ayant dû au bout de 2 jours aller chercher des vêtements oubliés dans celle que nous venions de quitter, tandis que j'avais encore, à la suite de l'emménagement, de la température et que, pareil à un boa qui vient d'avaler un bœuf, je me sentais péniblement bossué par un long bahut que ma vue avait à digérer. Françoise, avec l'infidélité des femmes, revint en disant qu'elle avait cru étouffer sur notre ancien boulevard, que pour s'y rendre, elle s'était trouvée toute déroutée, que jamais elle n'avait vu des escaliers si mal commodes, qu'elle ne retournerait pas habiter là-bas pour un empire, et lui donna-t-on des millions
hypothèse gratuite, et que tout, c'est-à-dire ce qui concernait la cuisine et les couloirs, tout était beaucoup mieux agencé dans notre nouvelle maison. Or, il est temps de dire que celle-ci, et nous étions venus y habiter parce que ma grand-mère ne se portant pas très bien, raison que nous nous étions gardés de lui donner, avait besoin d'un air pur, était un appartement qui dépendait de l'hôtel de Guermantes. À l'âge où les noms, nous offrant l'image de l'inconnaissable que nous avons versé en eux, dans le même moment où ils désignent aussi pour nous un lieu réel, nous forcent par là à identifier l'un à l'autre au point que nous partons chercher dans une cité une âme qu'elle ne peut contenir, mais que nous n'avons plus le pouvoir d'expulser de son nom. Ce n'est pas seulement aux villes et aux fleurs qu'ils donnent une individualité, comme le font les peintres allégoriques. Ce n'est pas seulement l'univers physique qu'ils diaprent de différence, qu'ils peuplent de merveilleux, c'est aussi l'univers social. Alors chaque château, chaque hôtel ou palais fameux a sa dame ou sa fée, comme les forêts leur génie et leur divinité les eaux. Parfois, cachée au fond de son nom, la fée se transforme au gré de la vie de notre imagination qui la nourrit. C'est ainsi que l'atmosphère où Madame de Guermantes existait en moi, après n'avoir été pendant des années que le reflet d'un verre de lanterne magique et d'un vitrail d'église, commençait à éteindre ses couleurs, quand des rêves tout autres l'imprégnèrent de l'écumeuse humidité des torrents. Cependant, la fée dépérit si nous nous approchons de la personne réelle à laquelle correspond son nom, car cette personne, le nom alors commence à la refléter, et elle ne contient rien de la fée. La fée peut renaître si nous nous éloignons de la personne. Mais si nous restons auprès d'elle, la fée meurt définitivement, et avec elle le nom, comme cette famille de Lusignan qui devait s'éteindre le jour où disparaîtrait la fée Mélusine. Alors le nom, sous les repeints successifs duquel nous pourrions finir par retrouver à l'origine le beau portrait d'une étrangère que nous n'aurions jamais connue, n'est plus que la simple carte photographique d'identité à laquelle nous nous reportons pour savoir si nous connaissons, si nous devons ou non saluer une personne qui passe. Mais qu'une sensation d'une année d'autrefois, comme ces instruments de musique, enregistreurs qui gardent le son et le style des différents artistes qui en jouèrent, permettent à notre mémoire de nous faire entendre ce nom avec le timbre particulier qu'il avait alors pour notre oreille, et ce nom en apparence non changé, nous sentons la distance qui sépare l'un de l'autre, les rêves que signifièrent successivement pour nous ces syllabes identiques. Pour un instant, du ramage réentendu qu'il avait en tels printemps anciens, nous pouvons tirer comme des petits tubes dont on se sert pour peindre. La nuance juste, oubliée, mystérieuse et fraîche des jours que nous avions cru nous rappeler. Quand, comme les mauvais peintres, nous donnions à tout notre passé étendu sur une même toile, les tons conventionnels et tout pareil de la mémoire volontaire. Or, au contraire, chacun des moments qui le composèrent employés pour une création originale, dans une harmonie unique, les couleurs d'alors que nous ne connaissons plus et qui, par exemple, me ravissent encore tout à coup, si grâce à quelque hasard, le nom de Guermantes, ayant repris pour un instant après tant d'années le son, si différent de celui d'aujourd'hui, qu'il avait pour moi le jour du mariage de mademoiselle Percepied, il me rend ce mauve si doux, trop brillant, trop neuf, dont se veloutait la cravate gonflée de la jeune duchesse, et comme une pervenche incueillissable et refleurie, ses yeux ensoleillés d'un sourire bleu. Et le nom de Guermantes, d'alors, est aussi comme un de ces petits ballons dans lesquels on a enfermé de l'oxygène ou un autre gaz. Quand j'arrive à le crever, à en faire sortir ce qu'il contient, je respire l'air de Combray. De ce jour-là, mêlé d'une odeur d'aubépine,
agité par le vent du coin de la place, précurseur de la pluie, qui tour à tour faisait envoler le soleil, le laisser s'étendre sur le tapis de laine rouge de la sacristie et le revêtir d'une carnation brillante, presque rose, de géranium, et de cette douceur, pour ainsi dire, wagnérienne, dans l'allégresse qui conserve tant de noblesse à la festivité. Mais même en dehors des rares minutes comme celle-là, où brusquement, nous sentons l'entité originale tressaillir et reprendre sa forme et sa ciselure au sein des syllabes mortes aujourd'hui, si dans le tourbillon vertigineux de la vie courante, où ils n'ont plus qu'un usage entièrement pratique, les noms ont perdu toute couleur, comme une toupie prismatique qui tourne trop vite et qui semble grise. En revanche, quand dans la rêverie nous réfléchissons, nous cherchons pour revenir sur le passé, à ralentir, à suspendre le mouvement perpétuel où nous sommes entraînés. Peu à peu, nous revoyons apparaître, juxtaposés, mais entièrement distincts les uns des autres, les teintes qu'au cours de notre existence nous présenta successivement un même nom. Sans doute. Quelle forme se découpait à mes yeux en ce nom de Guermantes, quand ma nourrice, qui sans doute ignorait autant que moi-même aujourd'hui en l'honneur de qui avait été composée, me berçait cette vieille chanson, Gloire à la marquise de Guermantes, ou quand, quelques années plus tard, le vieux maréchal de Guermantes, remplissant ma bonne d'orgueil, s'arrêtait aux Champs-Élysées en disant « Le bel enfant !» et sortait d'une bonbonnière de poche une pastille de chocolat, cela je ne le sais pas. Ces années de ma première enfance ne sont plus en moi, elles me sont extérieures. Je n'en peux rien apprendre, que comme pour ce qui a eu lieu avant notre naissance, par les récits des autres. Mais plus tard, je trouve successivement dans la durée en moi de ce même nom 7 ou 8 figures différentes. Les premières étaient les plus belles. Peu à peu, mon rêve, forcé par la réalité d'abandonner une position intenable, se retranchait à nouveau un peu en deçà, jusqu'à ce qu'il fût obligé de reculer encore. Et, en même temps que Madame de Guermantes changeait sa demeure, issue elle aussi de ce nom que fécondait d'année en année telle ou telle parole entendue qui modifiait mes rêveries. Cette demeure les reflétait dans ces pierres mêmes, devenues réfléchissantes, comme la surface d'un nuage ou d'un lac. Un donjon sans épaisseur, qui n'était qu'une bande de lumière orangée, et du haut duquel le seigneur et sa dame, décidés de la vie et de la mort de leurs vassaux, avaient fait place. Tout au bout de ce côté de Guermantes, où partant de beaux après-midi, je suivais avec mes parents le cours de la Vivonne. À cette terre tortueuse, où la duchesse m'apprenait à pêcher la truite et à connaître le nom des fleurs aux grappes violettes et rougeâtres, qui décoraient les murs bas des enclos environnants. Puis ça avait été la terre héréditaire, le poétique domaine, où cette race altière de Guermantes, comme une tour jaunissante et fleuronnée qui traverse les âges, s'élevait déjà sur la France, alors que le ciel était encore vide, là où devait plus tard surgir Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres, alors qu'au sommet de la colline de Laon, la nef de la cathédrale ne s'était pas posée comme l'arche du déluge au sommet du mont Ararat, emplie de patriarches et de justes anxieusement penchés aux fenêtres pour voir si la colère de Dieu s'est apaisée, emportant avec elle les types des végétaux qui multiplieront sur la terre, débordantes d'animaux qui s'échappent jusque par les tours ou des bœufs qui se promènent paisiblement sur la toiture, regardent de haut les plaines de Champagne. Alors que le voyageur qui quittait Beauvais à la fin du jour ne voyait pas encore le suivre en tournoyant, déplié sur le grand écran d'or du couchant, les ailes noires et raméfiées de la cathédrale. C'était ce Guermantes, comme le cadre d'un roman, un paysage imaginaire que j'avais peine à me représenter et d'autant plus le désir de découvrir, enclavé au milieu de terres et de routes réelles qui tout à coup s'imprègneraient de particularités héraldiques à 2 lieues d'une gare,
je me rappelais les noms des localités voisines, comme si elles avaient été situées au pied du Parnasse ou de l'Hélicon, et elles me semblaient précieuses, comme les conditions matérielles, en sciences topographiques, de la production d'un phénomène mystérieux. Je revoyais les armoiries qui sont peintes au soubassement des vitraux de Combray, et dont les quartiers s'étaient emplis, siècle par siècle, de toutes les seigneuries que par mariage ou acquisition, cette illustre maison avait fait voler à elle de tous les coins de l'Allemagne, de l'Italie et de la France, terres immenses du Nord, cités puissantes du Midi, venues se rejoindre et se composer en Guermantes, et perdant leur matérialité, inscrire allégoriquement leur donjon de Sinople ou leur château d'argent dans son champ d'azur. J'avais entendu parler des célèbres tapisseries de Guermantes, et je les voyais médiévales et bleues, un peu grosses, se détacher comme un nuage sur le nom amarante et légendaire, au pied de l'antique forêt où chassa si souvent Childebert. Et ce fin fond mystérieux des terres, ce lointain des siècles, il me semblait qu'aussi bien que par un voyage, je pénétrerais dans leurs secrets. Rien qu'en approchant un instant à Paris, Madame de Guermantes, suzeraine du lieu et dame du lac, comme si son visage et ses paroles eussent dû posséder le charme local des futaies et des rives, et les mêmes particularités séculaires que le vieux coutumier de ses archives. Mais alors, j'avais connu Saint-Loup. Il m'avait appris que le château ne s'appelait Guermantes que depuis le XVIIe siècle, où sa famille l'avait acquis. Elle avait résidé jusque-là dans le voisinage, et son titre ne venait pas de cette région. Le village de Guermantes avait reçu son nom du château après lequel il avait été construit. Et pour qu'il n'en détruisît pas les perspectives, une servitude, restée en vigueur, réglait le tracé des rues et limitait la hauteur des maisons. Quant aux tapisseries, elles étaient de boucher, achetées au XIXe siècle par un Guermantes amateur, et étaient placées à côté de tableaux de chasse médiocres qu'il avait peints lui-même dans un fort vilain salon drapé d'andrinople et de peluches. Par ces révélations, Saint-Loup avait introduit dans le château des éléments étrangers au nom de Guermantes qui ne me permirent plus de continuer à extraire uniquement de la sonorité des syllabes la maçonnerie des constructions. Alors, au fond de ce nom s'était effacé le château reflété dans son lac. Et ce qui m'était apparu autour de Madame de Guermantes, comme sa demeure, ça avait été son hôtel de Paris, l'hôtel de Guermantes, limpide comme son nom, car aucun élément matériel et opaque n'en venait interrompre et aveugler la transparence. Comme l'église ne signifie pas seulement le temple, mais aussi l'assemblée des fidèles, cet hôtel de Guermantes comprenait tous ceux qui partageaient la vie de la duchesse. Mais ces intimes que je n'avais jamais vus n'étaient pour moi que des noms célèbres et poétiques, et connaissant uniquement des personnes qui n'étaient elles aussi que des noms, ne faisaient qu'agrandir et protéger le mystère de la duchesse en étendant autour d'elle un vaste halo qui allait tout au plus en se dégradant. Dans les fêtes qu'elle donnait, comme je n'imaginais pas pour les invités aucun corps, aucune moustache, aucune bottine, aucune phrase prononcée qui fût banale, ou même originale d'une manière humaine et rationnelle, ce tourbillon de noms introduisant moins de matière que n'eût fait un repas de fantômes ou un bal de spectres, autour de cette statuette en porcelaine de Saxe qu'était Madame de Guermantes, gardait une transparence de vitrine à son hôtel de verre. Puis quand Saint-Loup m'eut raconté des anecdotes relatives au chapelain, au jardinier de sa cousine, l'hôtel de Guermantes était devenu, comme avait pu être autrefois quelques Louvres, une sorte de château entouré, au milieu de Paris même, de ces terres possédées héréditairement, en vertu d'un droit antique bizarrement survivant, et sur lesquels elle s'exerçait encore des privilèges féodaux. Mais cette dernière demeure s'était elle-même évanouie quand nous étions venus habiter tout près de Madame de Villeparisis,
un des appartements voisins de celui de Madame de Guermantes, dans une aile de son hôtel. C'était une de ces vieilles demeures, comme il en existe peut-être encore, et dans lesquelles la cour d'honneur, soit allusions apportées par le flot montant de la démocratie, soit legs de temps plus anciens, où les divers métiers étaient groupés autour du seigneur, avait souvent sur ses côtés des arrière-boutiques, des ateliers, voire quelques échoppes de cordonnières ou de tailleurs, comme celles qu'on voit à côté, au flanc des cathédrales, que l'esthétique des ingénieurs n'a pas dégagé. Un concierge savetier, qui élevait des poules et cultivait des fleurs. Et au fond, dans le logis, faisant hôtel, une comtesse, qui quand elle sortait dans sa vieille calèche à 2 chevaux, montrant sur son chapeau quelques capucines semblant échapper du jardinet de la loge, ayant à côté du cocher un valet de pied qui descendait corner des cartes à chaque hôtel aristocratique du quartier, envoyait indistinctement des sourires et des petits bonjours de la main aux enfants du portier et aux locataires bourgeois de l'immeuble qui passaient à ce moment-là et qu'elle confondait dans sa dédaigneuse affabilité et sa morgue égalitaire. Dans la maison que nous étions venus habiter, la grande dame du fond de la cour était une duchesse, élégante et encore jeune. C'était Madame de Guermantes. Et grâce à Françoise, je possédais assez vite des renseignements sur l'hôtel. Car les Guermantes, que Françoise désignait souvent par les mots de « en dessous »,« en bas », étaient sa constante préoccupation depuis le matin, où jetant, pendant qu'elle coiffait maman, un coup d'œil défendu, irrésistible et furtif dans la cour, elle disait « Tiens, 2 bonnes sœurs, cela va sûrement en dessous ». Ou « Oh, les beaux faisans à la fenêtre de la cuisine. Il n'y a pas besoin de demander d'où qu'ils viennent. Le duc aura été à la chasse. » Jusqu'au soir, où si elle entendait, pendant qu'elle me donnait des affaires de nuit, un bruit de piano, un écho de chansonnette, elle induisait « Ils ont du monde en bas. C'est à la gaieté !» Dans son visage régulier, sous ses cheveux blancs maintenant, un sourire de sa jeunesse animé et décent mettait alors, pour un instant, chacun de ses traits à sa place, les accordait dans un ordre apprêté et fin, comme avant une contredanse. Mais le moment de la vie des Guermantes qui excitait le plus vivement l'intérêt de Françoise, lui donnait le plus de satisfaction et lui faisait aussi le plus de mal. C'était précisément celui où, la porte cochère s'ouvrant à 2 battants, la duchesse montait dans sa calèche. C'était habituellement peu de temps après que nos domestiques avaient fini de célébrer cette sorte de Pâques solennelle que nul ne doit interrompre, appelée leur déjeuner, et pendant laquelle ils étaient tellement tabous que mon père lui-même ne se fut pas permis de les sonner, sachant d'ailleurs qu'aucun ne se fut pas plus dérangé au 5e coup qu'au premier, et qu'il eût ainsi commis cette inconvenance en pure perte, mais non pas sans dommage pour lui. Car Françoise, qui depuis qu'elle était une vieille femme se faisait à tout propos ce qu'on appelle une tête de circonstance, n'eût pas manqué de lui présenter toute la journée une figure couverte de petites marques cunéiformes et rouges qui déployait au dehors, mais d'une façon peu déchiffrable, le long mémoire de ses doléances et les raisons profondes de son mécontentement. Elle les développait d'ailleurs à la cantonade, mais sans que nous puissions bien distinguer les mots. Elle appelait cela, qu'elle croyait désespérant pour nous, mortifiant, vexant, dire toute la sainte journée des messes basses. Les derniers rites achevés, Françoise, qui était à la fois, comme dans l'église primitive, le célébrant et l'un des fidèles, se servait un dernier verre de vin. Détachait de son cou sa serviette, la pliait en essuyant à ses lèvres un reste d'eau rougie et de café. La passait dans un rond, remerciait d'un œil dolent son jeune valet de pied, qui pour faire du zèle lui disait « Voyons, madame, encore un peu de raisin, il est exquis !» Et allait aussitôt ouvrir la fenêtre sous le prétexte qu'il faisait trop chaud dans cette misérable cuisine. En jetant avec dextérité dans le même temps qu'elle tournait la poignée de la croisée et prenait l'air, un coup d'œil désintéressé sur le fond de la cour, elle y dérobait furtivement la certitude que la duchesse n'était pas encore prête,
couvait un instant de ses regards dédaigneux et passionnés la voiture attelée, et cet instant d'attention, une fois donné par ses yeux aux choses de la terre, l'élevait au ciel, dont elle avait d'avance deviné la pureté en sentant la douceur de l'air et la chaleur du soleil. Et elle regardait à l'angle du toit la place où chaque printemps venait faire leur nid juste au-dessus de la cheminée de ma chambre, des pigeons pareils à ceux qui roucoulaient dans sa cuisine à Combray. « Ah, Combray, Combray !» s'écriait-elle. Et le ton presque chanté sur lequel elle déclamait cette invocation eût pu, chez Françoise, autant que l'arlésienne pureté de son visage, faire soupçonner une origine méridionale, et que la patrie perdue qu'elle pleurait n'était qu'une patrie d'adoption. Mais peut-être se fut-on trompé, car il semble qu'il n'y ait pas de province qui n'ait son midi. Et combien ne rencontre-t-on pas de Savoyards et de Bretons, chez qui l'on trouve toutes les douces transpositions de longues et de brèves qui caractérisent le méridional. « Ah, Combray, quand est-ce que je te reverrai, pauvre terre ? Quand est-ce que je pourrai passer toute la sainte journée sous tes aubépines et nos pauvres lilas en écoutant les pinsons et la vivonne qui fait comme le murmure de quelqu'un qui chuchoterait. Au lieu d'entendre cette misérable sonnette de notre jeune maître qui ne reste jamais une demi-heure sans me faire courir le long de ce satané couloir. Et encore, il ne trouve pas que je vais assez vite. Il faudrait qu'on ait entendu avant qu'il ait sonné. Et si vous êtes d'une minute en retard, il rentre dans des colères épouvantables. Hélas, pauvre Combray, peut-être que je te reverrai que morte, quand on me jettera comme une pierre dans le trou de la tombe. Alors, je ne les sentirai plus, tes belles aubépines toutes blanches. Mais dans le sommeil de la mort, je crois que j'entendrai encore ces 3 coups de la sonnette qui m'auront déjà tanné dans ma vie. Mais elle était interrompue par les appels du giletier de la cour. Celui qui avait tant plu autrefois à ma grand-mère, le jour où elle était allée voir Madame de Villeparisis, et n'occupait pas un rang moins élevé dans la sympathie de Françoise. Ayant levé la tête en entendant ouvrir notre fenêtre, elle cherchait déjà depuis un moment à attirer l'attention de sa voisine pour lui dire bonjour. La coquetterie de la jeune fille qu'avait été Françoise affinait alors pour Monsieur Jupien le visage ronchonneur de notre vieille cuisinière alourdie par l'âge, la mauvaise humeur et par la chaleur du fourneau. Et c'est avec un mélange charmant de réserve, de familiarité et de pudeur qu'elle adressait au giletier un gracieux salut, mais sans lui répondre de la voix. Car si elle enfreignait les recommandations de maman en regardant dans la cour, elle n'eût pas osé les braver jusqu'à causer par la fenêtre, ce qui avait le don, selon Françoise, de lui valoir de la part de maman tout un chapitre. Elle lui montrait la calèche attelée, en ayant l'air de dire « Des beaux chevaux, hein ?» mais tout en murmurant « Quelle vieille sabraque !» et surtout parce qu'elle savait qu'il allait lui répondre en mettant la main dans la bouche pour être entendu tout en parlant à mi-voix. « Vous aussi, vous pourriez en avoir si vous vouliez, et même peut-être plus qu'eux. Mais vous n'aimez pas tout cela. » Et Françoise, après un signe modeste, évasif et ravi dont la signification était à peu près « Chacun son genre, ici c'est la simplicité », refermait la fenêtre de peur que maman n'arrivât. C'est vous qui eussent pu avoir plus de chevaux que les Guermantes, c'était nous. Mais Jupien avait raison de dire « vous », car, sauf pour certains plaisirs d'amour-propre purement personnels, comme celui quand elle toussait sans arrêter et que toute la maison avait peur de prendre son rhume, de prétendre avec un ricanement irritant qu'elle n'était pas enrhumée. Pareil à ces plantes qu'un animal auquel elles sont entièrement unies, nourri d'aliments qu'il attrape, mange, digère pour elles et qui leur offre dans son dernier et tout assimilable résidu. Françoise vivait avec nous en symbiose. C'est nous qui, avec nos vertus, notre fortune, notre train de vie, notre situation, devions nous charger d'élaborer les petites satisfactions d'amour-propre dont était formé, en y ajoutant le droit reconnu d'exercer librement le culte du déjeuner, suivant la coutume ancienne, comportant la petite gorgée d'air à la fenêtre quand il était fini, quelques flâneries dans la rue en allant faire ses emplettes, et une sortie le dimanche pour aller voir sa nièce. La part de contentement indispensable à sa vie. Aussi, comprend-on que Françoise avait pu dépérir les premiers jours en proie
dans une maison où tous les titres honorifiques de mon père n'étaient pas encore connus, à un mal qu'elle appelait elle-même l'ennui. L'ennui dans ce sens énergique qu'il a chez Corneille ou sous la plume des soldats qui finissent par se suicider parce qu'ils s'ennuient trop après leur fiancé, leur village. L'ennui de Françoise avait été vite guéri par Jupien, précisément, car il lui procura tout de suite un plaisir aussi vif et plus raffiné que celui qu'elle aurait eu si nous nous étions décidés à avoir une voiture. Du bien bon monde, c'est Julien. Françoise assimilant volontiers les mots nouveaux à ceux qu'elle connaissait déjà. De bien braves gens, et ils le portent sur la figure. Jupien sut en effet comprendre et enseigner à tous que si nous n'avions pas d'équipage, c'est que nous ne voulions pas. Cet ami de Françoise vivait peu chez lui, ayant obtenu une place d'employé dans un ministère. Giletier d'abord avec la gamine que ma grand-mère avait prise pour sa fille, il avait perdu tout avantage à en exercer le métier. Quand la petite, qui presque encore enfant, savait déjà très bien recoudre une jupe, quand ma grand-mère était allée autrefois faire une visite à Madame de Villeparisis, s'était tournée vers la couture pour dame et était devenue jupière. D'abord, petite main, chez une couturière, employée à faire un point, à recoudre un volant, à attacher un bouton ou une pression, à ajuster un tour de taille avec des agrafes. Elle avait vite passé deuxième, puis première, et s'étant fait une clientèle de dames du meilleur monde, elle travaillait chez elle, c'est-à-dire dans notre cour, le plus souvent avec une ou deux de ses petites camarades de l'atelier qu'elle employait comme apprenties. Dès lors, la présence de Jupien avait été moins utile. Sans doute la petite devenue grande avait encore souvent à faire des gilets. Mais aidée de ses amis, elle n'avait besoin de personne. Aussi Jupien, son oncle, avait-il sollicité un emploi. Il fut libre d'abord de rentrer à midi, puis ayant remplacé définitivement celui qu'il secondait seulement, pas avant l'heure du dîner. Sa titularisation ne se produisit heureusement que quelques semaines après notre emménagement, de sorte que la gentillesse de Jupien put s'exercer assez longuement pour aider Françoise à franchir sans trop de souffrance les premiers temps si difficiles. D'ailleurs, sans méconnaître l'utilité qu'il eut ainsi pour Françoise à titre de médicament de transition, je dois reconnaître que Jupien ne m'avait pas plu beaucoup au premier abord. À quelques pas de distance, détruisant entièrement l'effet qu'eussent produit sans cela ses grosses joues et son teint fleuri, ses yeux débordés par un regard compatissant, désolé et rêveur, faisaient penser qu'il était très malade, ou venait d'être frappé d'un grand deuil. Non seulement il n'en était rien, mais dès qu'il parlait, parfaitement bien d'ailleurs, il était plutôt froid et railleur. Il résultait de ce désaccord entre son regard et sa parole quelque chose de faux, qui n'était pas sympathique, et par quoi il avait l'air lui-même de se sentir aussi gêné qu'un invité en veston dans une soirée où tout le monde est en habit, ou que quelqu'un qui, ayant à répondre à une altesse, ne sait pas au juste comment il faut lui parler, retourner la difficulté en réduisant ses phrases à presque rien. Celle de Jupien, car c'est pure comparaison, était au contraire charmante, correspondant peut-être à cette inondation du visage par les yeux, à laquelle on ne faisait plus attention quand on le connaissait. Je discernais vite, en effet, chez lui une intelligence rare, et l'une des plus naturellement littéraires qui m'ait été donnée de connaître, en ce sens que, sans culture probablement, il possédait ou s'était assimilé, rien qu'à l'aide de quelques livres hâtivement parcourus, les tours les plus ingénieux de la langue. Les gens les plus doués que j'avais connus étaient morts très jeunes. Aussi, étais-je persuadé que la vie de Jupien finirait vite. Il avait de la bonté, de la pitié, les sentiments les plus délicats, les plus généreux. Son rôle dans la vie de Françoise avait vite cessé d'être indispensable. Elle avait appris à le doubler. Voilà, c'est ainsi que se finit le début du côté de Guermantes, avec tous ces personnages truculents et pétillants, plein d'humour aussi en fait, plein d'une
franche ironie quand même de Marcel Proust. On va poursuivre ces lectures au fil de nos disponibilités, du partage que l'on vous fait, de la recherche du temps perdu pour célébrer cette année consacrée à Proust. Les Dessous des bibliothécaires, c'est tous les jeudis soirs à 19 h. Suivez-nous, partagez, commentez. N'hésitez pas à nous proposer aussi peut-être des lectures. Ça nous fera très plaisir et on vous en parlera également avec plaisir. On vous dit à très vite, à la semaine prochaine, à 19 h.